Tu m'entends? Non, tu ne m'entends pas. Alors ça, c'est pas de bol. Ça recommence comme l'année dernière, on ne s'entend pas. Parce que dans les refuges, y a pas de réseau. Les gens comme ça, ils peuvent être tranquilles et c'est trop bien. Sauf quand on doit faire une interview. Tout. Le coup de fil, c'est l'émission qui permet de vous partager depuis chez vous les enjeux de la montagne grâce aux témoignages des participants et des intervenants lors de l'éco-traversée de Beldon 2020. Une émission produite et réalisée par Émilie Vadel, diffusée sur Radio Campus Grenoble 90.8. Salut Benjamin, donc on est aux Adrets ce soir pour la 4e étape de l'éco-traversée de Beldon. Tu as réalisé un film ici sur les initiatives. C'était quoi exactement ce film ? Donc bonjour, donc moi je suis habitant des Adrets. En début d'année, j'ai effectivement réalisé un film autour d'initiatives citoyennes et collectives sur 5 villages du massif de Beldon. Donc à partir de Tess, les Adrets, Laval, Sainte-Agnès et Saint-Mury. Mon but a été de montrer des initiatives vertueuses et qui répondent aux enjeux de demain sur des sujets différents. Donc on a toute une partie sur l'agriculture, l'alimentation et les réseaux de distribution locaux. On a un thème sur l'énergie et donc sur les coopératives de production d'énergie. On a un thème sur le développement de l'activité économique en territoire de montagne, et notamment avec donc l'espace de coworking aux Adrets. Et puis un dernier thème qui est sur comment on vit la culture dans ces territoires de montagne, donc avec la MJC de Saint-Mury. Ok. Est-ce que tu peux nous faire un rapide panel finalement de ce qu'on trouve sur ce territoire de Beldon ? Si on part déjà de la partie agriculture, on voit des interconnexions qui se font entre une nouvelle génération d'agriculteurs qui arrivent sur le territoire et qui ont plein de nouvelles idées. Donc on rejoint une thématique forte aujourd'hui qui est le fait que la forêt vient de plus en plus prendre du terrain sur les surfaces agricoles. Et aujourd'hui, on a une association de personnes qui a permis de transférer des terrains forestiers qui étaient avant des terrains agricoles, il y a 50 ans, en surface à double usage. Alors aussi bien pour les bêtes, pour le foin, et aussi pour de l'agroforesterie, donc avec la plantation de châtaigneraies. Donc ça, c'est la première brique, l'agriculture qui se transforme, et des nouvelles idées, des personnes motivées pour faire évoluer les modèles. Derrière, on a quelque chose qui est un peu plus ancestral, mais qu'il faut montrer aussi, c'est le réseau des AMAP, qu'on retrouve dans chaque village de Beldon, avec des fonctionnements un peu différents. On a des intervenants qui viennent de l'AMAP de Tess, et donc ça c'est comment chaque citoyen peut aider les agriculteurs au quotidien et dans la distribution de leurs produits. Puis on a enfin comment on s'alimente avec un schéma exceptionnel aux Adrets où ce sont les familles elles-mêmes qui s'occupent et qui sont finalement qui ont les clés pour alimenter correctement en bio et en nourriture locale les enfants de la cantine de l'école. Donc moi je trouve que c'est un exemple particulièrement intéressant. Donc une deuxième thématique sur l'énergie avec Grézy 21, qui est une société citoyenne implantée sur les 43 communes du Grésivaudan, et dont sur les communes du film on a créé, ça raconte comment on a créé 8 centrales photovoltaïques, donc pour produire de l'énergie photovoltaïque localement, avec du financement citoyen. Voilà, et puis avec une dynamique où on interconnecte les habitants, la collectivité,
Voilà, donc c'est une initiative qui a été mise en valeur à travers ce film. Et puis enfin la culture, avec vraiment une problématique pour les habitants des villages de montagne, c'est d'être obligé d'aller faire des déplacements dans la vallée pour pouvoir aller au cinéma, pour aller voir des pièces de théâtre, aller à Grenoble, à Chambéry, etc. Et bien là, c'est comment des gens s'organisent pour faire venir la culture dans les territoires de montagne. Donc c'est ça qui est exceptionnel. Le réseau des MJC, c'est quelque chose qui existe. Il y en a beaucoup. Mais le fonctionnement en territoire de montagne montre aussi les difficultés et puis l'énergie des personnes pour pouvoir le mettre en œuvre. Et puis l'activité économique, qui est aussi importante dans nos territoires de montagne, parce qu'elle est presque absente. Il y a eu un phénomène au fur et à mesure de villages dortoirs, et aujourd'hui on est en train de voir des choses qui ramènent en fait les travailleurs dans leur village. Alors pourquoi ? Parce que chacun a finalement envie d'éliminer des heures perdues dans les trajets, avoir envie d'un confort de vie où on est dans un espace de montagne assez privilégié. Et donc là, c'est l'histoire d'un espace de coworking qui a été créé il y a 2 ans. Aussi une initiative citoyenne, avec une interconnexion aussi avec la collectivité, mais à la base des gens motivés pour créer un espace de télétravail, un espace de coworking dans un village. Voilà, donc ça montre le dynamisme, et puis la réintégration d'activités économiques ici à 700 mètres d'altitude. Et quels étaient les destinataires de ton film quand tu l'as fabriqué ? Alors, les destinataires de mon film, mon but, c'est d'inspirer. C'est vraiment de montrer que les choses sont faisables, sont sous nos yeux. Il faut les faire connaître et il faut que les gens s'engagent. Aujourd'hui, mon but, c'est pas de montrer à des gens qui sont déjà sensibilisés à ces enjeux de transformer un peu nos modes de vie. Hein. C'est vraiment d'aller plus loin, c'est de montrer à des gens qui n'y croient pas, que voilà, ça se fait et les gens en prennent plaisir et que c'est vertueux pour plein de choses et notamment notre environnement, parce que à travers tout ça, on parle aussi quand même de transition écologique et notre impact sur l'environnement. Et à travers toutes ces thèmes qui sont abordés, ce qui est sous-jacent, c'est ça. C'est comment on arrive à transformer notre mode de vie pour un mode de vie un peu plus durable. Ça marche. Merci beaucoup pour cette explication. Est-ce qu'on peut voir le film ailleurs que dans l'agglomération proche de Grenoble ? Est-ce qu'on peut le retrouver sur Internet peut-être ? Oui, donc moi je l'ai mis à disposition sur YouTube pour qu'il soit vu le plus possible. Bon voilà, il y a 3000 vues, mais c'est quelque chose qui peut être aussi... Bon, ça reste aussi un film amateur, hein, c'est pas un film professionnel. Moi, c'est pas mon métier d'être... je suis pas vidéaste ou monteur professionnel. Mais voilà, le but encore, c'est encore une fois, c'est d'inspirer et pas forcément localement, ça peut être partout en France, de montrer des initiatives très locales et des choses qui marchent. Le titre du film, c'est Agir ensemble. Il est venu un petit peu plus au fur et à mesure de la construction du film. Voilà, j'avais pas une idée préconçue au départ et c'est peut-être bateau, mais c'est ce que ça raconte, quoi. C'est Agir ensemble. Voilà. Et ça fait combien de temps qu'il est sorti ? La première projection a eu lieu en mars. Voilà. Voilà, un début, c'est aussi, voilà, comme à l'éco-traversée, c'est de le montrer à des gens. Et puis, ça fait un peu effet boule de neige. Ça peut amener des gens à le faire découvrir à d'autres personnes. J'ai une question très technico-technique. Ouais. C'est quoi les problématiques auxquelles tu t'es heurté, comme t'es pas vidéaste, quand t'as réalisé ce film ? Tu peux pas me répondre tout. En fait, ça a été simple. En fait, le montage a été réalisé par un professionnel, enfin un étudiant qui est en école de cinéma. Et en fait, il m'a donné en 2 heures un cours de cinéma pour le cadrage, pour le matériel que j'ai utilisé. J'ai utilisé un téléphone de très bonne qualité. Peut-être de meilleure qualité. Et j'ai utilisé un petit micro, j'ai utilisé un drone et c'est tout.
Et en fait, avec ces images-là, ça suffit déjà pour transmettre le message. Après, Non, mais c'est bien, c'est parce que moi je suis une fervente défenseuse du journalisme citoyen finalement, donc c'est ce que tu as fait, quoi. Ouais, Tu t'es approprié les outils et tu avais un truc à raconter, tu l'as raconté. Après, après, il y a une notion de confiance en soi. J'y suis allé, quoi. Parce que je pense que c'est que j'avais pas toutes les cartes en main. Je me suis fait un peu aider par Gaspard, qui était le monteur, mais voilà, fallait y aller, quoi. Super, et merci beaucoup. Et donc on rappelle à nos auditeurs que le film s'appelle Agir ensemble de Benjamin Pouillot et qu'il est disponible sur YouTube. Le titre du film est Agir ensemble, et vous pouvez le retrouver sur YouTube à l'adresse bit.ly, donc bit.ly /film Agir ensemble, et c'est ensemble avec un S. Voilà. Merci beaucoup. Assez tôt, parce qu'il y a quand même 1500 mètres de dénivelé. Le but, c'est qu'on puisse peut-être se poser un peu quand même en arrivant. Du coup, on propose donc de faire le petit-déj à 7h et de faire un premier départ à 7h30 pour ceux qui ont envie de marcher un peu plus tranquille ou qui marchent un peu plus tranquille parce qu'ils sont plus fatigués, quoi. Le second départ, ce sera à 8h. Voilà. Donc les hébergements vont se faire soit en tente préau, soit dans la salle en dessous, et puis il va aussi y avoir 2-3 personnes qui vont être hébergées chez quelqu'un. Bonjour Anne, et merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner ce soir. Donc toi, tu es accompagnatrice en moyenne montagne et c'était la première fois que tu fais l'éco-traversée de Beldon. Donc là, ce soir, on est aux Adrets. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'itinéraire de demain ? Alors, du coup, demain, on va partir des Adrets et on va monter un petit peu jusqu'à Prabert. Et là, on va faire un long plat, ça va être très très long. Et enfin, on va monter pour aller rejoindre les montagnes tout là-haut, très dans le pentu, dans la colline. Et puis, on va passer après jusqu'au refuge Jean Collet sur une petite sangle. Ça va avoir une super belle vue sur le Grésivaudan, donc ça va être super cool. C'est quoi être accompagnateur en moyenne montagne ? Alors du coup, ça va être plein de choses différentes, mais c'est un métier hyper varié. Mais ça va être gérer un groupe. On peut aussi parler du milieu naturel, donc c'est aussi qu'est-ce que fait un humain dans son milieu naturel, mais aussi parler du milieu naturel qui nous entoure et quel impact on va avoir dessus. Et enfin, c'est aussi se faire plaisir et partager des bons moments en montagne. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de venir sur l'éco-traversée de Beldon pour encadrer des participants ? Alors du coup, moi, je connais Vincent de l'association Alpela et je trouvais le projet super intéressant d'avoir des intervenants et différents acteurs du milieu de la montagne. Déjà rien que pour moi, c'est très intéressant. Mais aussi, c'est une population, enfin les personnes qui vont venir à l'éco-traversée, c'est des gens hyper motivés de découvrir la montagne. Donc on a des discussions super intéressantes. Donc ça, c'était vraiment un gros facteur qui m'a fait venir pour encadrer aussi. C'est quoi l'intervention que tu as préférée jusqu'à maintenant sur ce que tu as entendu sur l'éco-traversée et que tu vas pouvoir réutiliser toi en tant qu'accompagnatrice en montagne ? Du coup, je pense que là-dessus, ça va être le premier jour pour l'instant. C'était une intervention sur le loup. Et en fait, cette question est tellement complexe et tellement présente dans nos montagnes aujourd'hui qu'on est obligé d'en parler aussi aux gens qu'on accompagne si on a l'occasion. Parce que c'est quelque chose dont il faut parler et qu'il ne faut pas rester dans le flou des médias qui est donné actuellement. Donc je pense qu'il y a toujours des occasions de sensibiliser les gens sur la question et l'apport d'un sociologue sur cette question-là était super intéressant. Toi, tu ferais comment pour en parler aux gens ? Parce que c'est une controverse, donc ça veut dire qu'il y a une multitude d'acteurs dont les points de vue parfois se recoupent, parfois sont extrêmement divergents. Comment est-ce que tu peux, toi, en parler aux participants en montagne ? Je pense qu'en fait, ça dépendrait de ma randonnée de la journée et de là où je passe. Si je passe dans un alpage où je connais qu'il y a eu, par exemple, une prédation récemment, peut-être que je peux aller à l'encontre de la bergère qui serait présente et les faire rencontrer au groupe. Ou sinon, leur dire, bon, bah voilà, il s'est passé ça, qu'est-ce que vous pensez que ça en découle ? En fait, essayer d'engager déjà une conversation et après, selon les groupes aussi, on peut animer d'une certaine manière ou d'une autre. Donc faire des jeux, des débats mouvements, par exemple.
Est-ce que vous pensez que le loup a été réintroduit? Oui, non, pourquoi? Et en fait, essayer de replacer un peu l'histoire du loup et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait exactement en France? Ok, pour faire réfléchir un peu et pour faire participer les gens en fait sur leurs connaissances finalement. Ouais, et évoluer les connaissances, enfin faire monter leur connaissance là-dessus parce que les gens restent quand même globalement dans un flou sans connaître vraiment ce qui se passe et le but c'est vraiment de leur faire réfléchir en fait et leur dire mais en fait non, ce qu'on nous dit c'est vraiment pas logique du tout. Et il y a une question aussi qui me vient quand on est accompagnateur en montagne comme ça, est-ce que il faut avoir des massifs privilégiés ou est-ce qu'on peut aller partout finalement parce que la montagne c'est pas, on peut dire que c'est toujours partout la même mais finalement elle est toujours hyper unique. Alors oui, elle est toujours unique. Alors moi c'est ma difficulté aujourd'hui parce que je suis encore en formation et normalement c'est plus facile de se baser sur un massif parce que rien que déjà pour connaître un endroit très bien c'est super intéressant de se baser quelque part, de connaître les acteurs, de pouvoir faire des différents types de randonnées et vraiment bien connaître l'endroit où on est. Après, moi, je sais que j'ai une mobilité, j'ai pas encore trouvé l'endroit où j'ai envie de me poser, donc ça se fait autrement. Donc c'est aussi le moment où moi je vais apprendre plein de choses sur différents massifs et c'est là où je me déciderai où j'ai envie de me poser. Mais c'est sûr que quand je vois des accompagnateurs aujourd'hui qui sont posés depuis longtemps au même moment, ça donne vraiment envie parce que là ils partagent vraiment beaucoup plus de choses avec leurs clients. Et toi, ton massif privilégié pour l'instant c'est quoi? Est-ce que c'est Beldon? Vas-y, raconte. Et bien, j'ai pas de massif privilégié. Faut jamais dire ça. Parce que pour moi, il y a tellement. Elle ment. Je ne mens jamais. Non, mais les massifs, il y a tellement de particularités à chaque massif. C'est fou. Beldon, on découvre là, il y avait il y avait un participant qui habite Alvar et qui nous disait, j'ai jamais découvert des paysages aussi beaux. Je suis trop content. Enfin. Alors qu'il est genre à 15 km de chez lui, quoi. Et il randonne beaucoup, mais il a redécouvert encore un autre endroit et d'une autre manière. Et moi, j'ai beaucoup été aussi dans les Hautes-Alpes et c'est vrai que c'est encore des différents types de paysages. C'est beaucoup, on sent déjà l'influence de la Méditerranée qui remonte et j'adore aussi ces coins. Il y a des coins super sauvages dans le Queyras qui sont magnifiques, dans le Briançonnais. Enfin, et c'est pour ça que moi, je m'éclate à découvrir la France et dans les montagnes. Et ça fait 2 ans que je bouge tout le temps, mais que je suis toujours en France dans les montagnes parce qu'il y a tellement de choses à faire. Donc ça s'arrête plus. C'est rigolo parce que ça me permet de rebondir sur une thématique qu'on n'a pas du tout abordée alors que c'est quand même un point central de l'éco-traversée et c'est d'autant plus important cette année avec la pandémie qui nous est tombée dessus et le confinement. Pourquoi, à ton avis, c'est important de prôner les départs en France au-delà de l'empreinte carbone quand on prend l'avion? Tu vois, il y a ça, mais pourquoi c'est important de vendre les paysages français? Pourquoi c'est important d'avoir des professionnels qui connaissent bien le territoire pour en parler? Pourquoi c'est important finalement que la France reste attractive pour les Français? Je pense que les Français se rendent pas compte à quel point la France est attractive et quelle diversité de paysages on a. Et en fait, on perd aussi tout ce qui est des savoirs ancestraux et des manières de faire qui se perdent. Et c'est même des langues aussi, enfin, c'est toutes des cultures traditionnelles qui partent petit à petit. Et c'est tellement dommage parce qu'on va chercher ça en fait quelque chose. Et en fait, on le retrouve totalement, typiquement dans nos montagnes, quand on parle à certaines personnes qui vivent en montagne, ils vivent des vies tellement différentes que quelqu'un qui vit en ville. Et là, ils auraient la même confrontation en fait de 2 mondes différents. Et moi, j'y attache une grande importance de me dire qu'aujourd'hui, on peut être mobile, on peut vouloir faire plein de choses et en France, on a une richesse de paysages qui se trouve vraiment pas dans beaucoup de pays. Enfin, c'est du chauvinisme forcément un petit peu, mais c'est aussi le fait qu'on ait des influences tellement différentes dans les coins de la France que les gens s'éclateraient à le faire et ceux qui le font le disent. Donc, faut les écouter. Et les professionnels et surtout, je trouve qu'on a des gens qui arrivent il y a des formations. Enfin, les Français aiment beaucoup les formations, donc on a cette chance-là. Et du coup, on a des gens qualifiés derrière qui ont des savoirs et des connaissances à retransmettre, qui sont là pour ça. Et franchement, quand on voit les métiers d'accompagnateur, par exemple, qui sont pas hyper valorisés par rapport à des métiers de guide, c'est dommage parce que ils sont hyper créatifs quand on découvre aussi. Même moi, dans la formation, je me rendais pas compte à quel point les gens pouvaient être hyper créatifs dans leur métier. Et ça, c'est génial de voir ça, quoi.
Et justement, la dernière question que je me pose entre créativité et accompagnement, c'est comment est-ce que tu fais toi en tant qu'accompagnatrice pour dealer avec les différents niveaux de marcheurs que tu retrouves sur une telle éco-traversée où en fait vous êtes extrêmement nombreux. Comment est-ce que tu arrives à ce que tout le monde arrive au bout? Eh bien, du coup, là, ce qui est bien, c'est qu'on est déjà 2 accompagnateurs, voire 3, des fois. Donc, déjà, ça nous permet, en fait, d'échelonner. Donc, il y en a un qui va partir devant avec le premier groupe et l'autre va rester derrière. Moi, je sais, quand j'ai un groupe un peu faible, j'aime beaucoup prendre soin du dernier, lui parler pour lui dire ça va bien se passer, mais sans lui parler forcément du fait qu'il est en train de peut-être se rendre compte que c'est difficile, plutôt lui parler d'autre chose et lui faire parler de ses passions. Du coup, je vais prendre le temps de voir si... Enfin, c'est vraiment prendre son temps avec ceux qui vont avoir un peu plus de mal. Donc, c'est essayer de faire des pauses, mais essayer de leur faire comprendre qu'il faut pas trop en faire. Donc, moi, j'essaye d'imposer un rythme et de leur faire, quand je vois vraiment qu'ils commencent à fatiguer, leur faire une petite pause, puis repartir tout de suite. Et quand ils l'ont mérité, là, on fait une vraie pause et c'est le plaisir. Et après, dans l'éco-traversée, on a le temps de faire des longues pauses parce qu'il y a plein d'intervenants qui ont des choses à dire. Et c'est nos moments de pause. Et c'est bien, mais c'est vrai que c'est dense des fois. Mais en tout cas, ça se gère très bien. C'est juste que, évidemment, il y a une inertie de groupe aussi qui fait on doit s'adapter aussi à se dire, bon, bah là, en fait, on n'a plus le temps pour faire ça, on va juste marcher. Ce qui était le but aussi. Merci beaucoup Anne d'avoir témoigné dans ce 4e épisode du Coup de fil. Merci à toi, bonne soirée. Petite pause et après remonter plus 840 mètres pour arriver au refuge d'Aigubel. Pas de la coche. Et avec baignade dans un lac à 1 heure avant le... Pas de la coche, le lac de la coche. Le lac de la Coche. Voilà. Vous êtes pareil dans le lac de la coche. D'accord. Avec les tritons? Pourquoi pas? Je me baigne pas dans les lacs. Ah mais moi je mets... On s'est baigné dans le lac de Non mais tout le monde se baigne ou... Quand t'as pas de douche depuis 3 jours, Je je pose pas de Mais questions. je faisais ça quand j'avais 10 ans. Mais Non mais j'avais même pas prévu le bikini, j'ai fait quelque chose, j'ai sauté, j'ai pas cherché à mettre les pieds dedans avant, je savais qu'il fallait pas que je traîne trop, fallait y aller. Donc voilà. Et la descente, ouais. Et oui, demain, ouais, c'est une grosse demain c'est étape quand plus même. 1500, je sais plus combien. Ouais. C'est le col des Militaires d'ici. Et bien ce soir en dernier lieu, donc je rencontre Valérie à la marmite qui vient de nourrir les participants de l'éco-traversée de Veldon. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Et merci beaucoup de répondre à mes questions. Alors Valérie, on est ici à la marmite dans un lieu un peu spécifique. C'est une SCIC. C'est une SIC. C'est effectivement une SIC. C'est donc une société coopérative d'intérêt collectif, qui a été créée donc en 2014. Après une initiative un petit peu de citoyens du village qui ont décidé de sauver un petit peu le dernier commerce de la commune. Et avec l'appui de la commune, eh bien, il a été créé, après un an de réflexion, on va dire, a été créé la Marmite, qui est donc une coopérative qui compte 80 sociétaires, puisqu'on a fait appel à l'ensemble du village pour savoir qui voudrait nous suivre dans cette aventure. Et on est 80, ça représente environ une maison sur 5. Donc on est ravis, on a pu créer cette structure qui compte aujourd'hui 4 salariés. La particularité est que la gérance est bénévole. Donc nous sommes deux personnes issues du village qui assureront la gérance bénévole du lieu. Typiquement, qu'est-ce qu'on retrouve à la marmite? C'est quoi un peu l'essence du projet? Donc la marmite a été créée en fait pour essayer de rassembler toutes les initiatives un petit peu individuelles du village et de les rassembler dans ce collectif, et qui fait que on donne la primeur si possible à tous les circuits courts, puisqu'on est dans un restaurant, bar, épicerie. Donc on encourage tous les circuits courts au niveau de nos fournisseurs. Bon, c'est pas toujours simple, mais on y arrive. On a les fromages du village voisin, la viande locale, les légumes d'une nouvelle maraîchère qui s'est installée sur l'aval, le village d'à côté. Donc on essaye d'encourager tout ça. Et ça veut dire quoi en termes de logistique? Parce que je crois que vous employez quand même 7 personnes, dont au moins 4 équivalents temps plein. Oui, effectivement. Actuellement, on a 4 salariés. C'est pas qu'un lieu où les gens peuvent venir se servir. Il y a des sociétaires, mais il y a aussi des bénévoles.
Alors effectivement, on a proposé donc à tous les sociétaires qui se sont portés donc volontaires pour participer à l'aventure de la marmite de se regrouper sous différentes commissions. Donc il y a des commissions, une commission qui va s'occuper de tout ce qui est l'aménagement, travaux de la marmite, et Dieu sait si dans un lieu comme celui-ci, il y en a toujours à faire, il y a toujours quelque chose en panne, quelque chose à réparer. Donc on fait appel à la commission travaux et il y a toujours donc des bénévoles qui viennent donner un coup de main. On fait appel également aux bénévoles pour tout ce qui est gestion de l'approvisionnement. C'est la commission approvisionnement qui s'est occupée de qu'est-ce qu'on vend, où est-ce qu'on va acheter, pourquoi on va acheter là. Donc on a encouragé plutôt l'achat auprès de coopératives qui ont un petit peu le même sens et les mêmes valeurs que nous. Et puis une commission qui est très très importante, c'est la commission animation, parce qu'effectivement, dans un lieu comme celui-ci, on développe le lien intergénérationnel, le lien entre les nouveaux et les anciens du village. On essaye de développer, on va dire 2 fois par mois, des animations de tout ordre, culturelles. Ça peut être des chants, ça peut être des concerts, ça peut être des vidéos, ça peut être un reportage sur un voyage qui a été fait par un habitant des Adrets. Donc c'est très 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 ouvert et ça amène les gens à se rencontrer, à discuter de ce projet, à en émettre d'autres. Donc c'est quelquefois des rencontres assez improbables et le Covid a participé aussi à ça, puisqu'on était le seul commerce qui fonctionnait donc sur le village. Donc on a très vite instauré les règles sanitaires, etc., etc. Et les gens ont retrouvé les valeurs de la marmite, ou la marmite a retrouvé ses valeurs au travers de cette période, assez grave cependant, mais qui a été à la fois très chouette pour la marmite, parce que tout le monde s'y est retrouvé. Tout le monde est venu faire ses courses à la marmite avec des rencontres complètement improbables sur le devant de la marmite, où finalement le sujet était le Covid, certes. Donc c'était des mots de réconfort à droite à gauche, des échanges, parce qu'il y avait des gens de toutes professions, y compris dans le milieu médical. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Des gens qui ne se seraient pas forcément adressé la parole, qui ne se connaissaient pas, et qui finalement, en venant à la marmite, ont créé des liens, des liens spontanés, et je trouve que c'est aussi le rôle de la marmite. Super, qu'est-ce qu'on souhaite du coup à la marmite pour les prochaines années? Pour les prochaines années, on souhaite longue vie à la marmite, et surtout que cette initiative soit porteuse pour les jeunes, parce que la marmite, nous on fait que passer, mais la marmite doit rester. Et donc on fait appel à tous les jeunes qui veulent, en continuant de vivre aux Adrets, qui veulent que ce Super, merci beaucoup Valérie d'avoir répondu à cette interview. Merci à vous. Ainsi s'achève le 4e épisode du Coup de fil, saison 3, qui part à la rencontre des intervenants et des participants de l'éco-traversée de Beldon 2020. Ce coup de fil avait beaucoup plus l'attrait d'un documentaire, parce que je suis allée sur place pour glaner du son et rencontrer les participants, les intervenants et ceux qui font vivre le village des Adrets en Beldon. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le 5e épisode, tourné au téléphone en direct avec les participants et les intervenants depuis le refuge de Jean Collet, et moi je suis à Grenoble. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne écoute et une bonne soirée sur Radio Campus Grenoble 90.8 ou ailleurs. À très vite. Typiquement, qu'est-ce qu'on retrouve à la marmite? C'est quoi un peu l'essence du projet? Donc l'esprit de la marmite, ça a été développé à local de proximité. Je suis un peu fatiguée. Le rôle de la marmite a été créé donc Oh putain. Qu'est-ce que je voulais dire Le rôle de la marmite, c'est de créer un lien de proximité entre les habitants, notamment par le biais de vente de produits locaux. Oui. Donc l'initiative de la marmite a été de... Mais je suis sûre qu'on va y arriver. Hein.